À la une ce soir, nouvelle opération Molokoï pour protester contre la suppression des contrats aidés, la deuxième en moins d'une semaine, un maintien de la pression qui a débouché sur un protocole d'accord de fin de conflit. Nous ferons le point dès le début de notre édition. Un mouvement de grève qui a duré plus de 2 semaines, une période durant laquelle la restauration scolaire n'a pas pu être assurée. Les modalités de remboursement ne sont pas les mêmes pour toutes les communes. Autre conséquence, les parents d'élèves des établissements publics ont dû s'organiser pour trouver des modes de garde pour leurs enfants. Quant aux élèves scolarisés dans le privé, ils n'ont pas subi d'interruption de cours. Et puis, notre invitée politique de ce mardi soir est Catherine Conconne. Elle sera la première femme à représenter la Martinique au Sénat. Elle nous parlera de ses projets et de ses ambitions. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ils ont maintenu la pression et ils ont obtenu gain de cause. Les représentants de l'intersyndicale viennent de signer un protocole de fin de conflit. Un accord obtenu après 2 semaines de mobilisation. Ce matin encore, les manifestants contre la suppression des contrats aidés ont organisé 3 opérations Molokoï sur les principaux axes routiers de l'île dès 6 heures. Un convoi en direction de la maison des syndicats puis de la préfecture pour trouver une issue à ce conflit qui a commencé depuis le 11 septembre dernier, le jour de la rentrée des classes. Voyez les précisions du secrétaire académique SNETA FO qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Nous avons fait des concessions, je pense que de chaque côté. Bon, pour nous, il est clair que la demande qu'on a faite au niveau on a parlé de moratoire, on a surtout dit qu'il fallait qu'ils reviennent à des chiffres de 2016, c'est-à-dire nous redonner les moyens qui existaient en 2016. Moi, je pense qu'à partir du moment où ça a été fait, et pas seulement au niveau de l'éducation nationale, sur l'ensemble, à partir du moment où ça a été fait, moi je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. On pourra, je pense, sortir tranquillement, mais ça ne voudrait pas dire que tout sera réglé, mais au moins les établissements pourront ouvrir, les associations pourront commencer aussi à avancer et à travailler. Et je pense que c'est la condition qui va nous permettre aujourd'hui de bien sortir de ce conflit. Et pour faire le point sur cette fin de conflit, nous retrouvons par téléphone le secrétaire adjoint de la FSU, Manuel Gunem, membre de l'intersyndicale qui se trouve à la préfecture. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous avez signé il y a à peine une demi-heure un protocole d'accord de fin de conflit. Ça veut dire que vous avez obtenu entière satisfaction, c'est ça? Oui, nous pouvons dire que nous avons obtenu entière satisfaction puisque nous sommes revenus sur la dotation de 2016. Donc, ce qui ramène au niveau académique, au niveau de l'éducation nationale, de 380 postes, on retrouve les 920 postes de CUI. Alors, pour les parents d'élèves qui nous écoutent, comment ça va se passer pour les élèves qui ont manqué plus de 2 semaines de cours? Est-ce qu'il y aura un rattrapage des heures perdues? Écoutez, nous réfléchissons à cette question. Effectivement, nous ne sommes pas insensibles au rattrapage des cours pour les élèves parce qu'il s'agit quand même de l'avenir des élèves de la Martinique. Et bien entendu, nous aurons des propositions à faire. Très bien. Donc, vous nous confirmez ce soir que toutes les mairies vont réouvrir dès demain et les modes de garde, les écoles vont réouvrir dès ce jeudi et mercredi, dès demain pour les collèges, c'est ça? Écoutez, au niveau des mairies, je crois que le mercredi, effectivement, il y a pas école, donc je pense que les mairies profiteront justement pour remettre les écoles aux normes d'hygiène. En ce qui concerne les crèches, je pense qu'elles ouvriront demain. Mais au niveau du second degré, la rectrice définira demain justement les modalités de reprise des cours qui, ma foi, m'ont pas tardé. Alors, la grève a été mal perçue par certains, le monde économique notamment. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? Écoutez, la cause était juste, elle était vraiment nécessaire. Il s'agissait quand même de chômage de masse qui allait se mettre en place et nous avons lutté dans l'intérêt justement de la situation sociale et économique de la Martinique qui était déjà en grande fragilité. Alors je crois qu'effectivement il s'agit de comprendre que le principe de l'unité syndicale et associative a pleinement rempli son rôle et par conséquent aujourd'hui on peut dire que c'est une victoire parce qu'il y a quand même pas mal de familles qui vont retrouver un emploi. Donc c'est une grande satisfaction et je ne crois pas qu'on puisse avec aisance critiquer cela. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Et la mobilisation contre la suppression des contrats aidés n'a pas été sans conséquences sur l'activité économique, justement. 2 opérations Molokoï en moins d'une semaine et certains chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme. Des employés qui arrivent très en retard, des clients qui rebroussent chemin et certaines zones qui ne sont pas accessibles aux livraisons. Voyez ce reportage d'Anaïs Gad. Ça s'est bien passé sur la route, tu as pu y arriver enfin, je ne pensais même pas te voir ce matin. Mais ça c'était tranquille, j'ai fait par derrière. Gisèle est l'une des rares clientes à franchir le pas de la boutique ce matin. Avec l'opération Molokoï, ça a été un petit peu difficile. Je sors quand même, je ne reste pas, parce qu'il y a plein de chemins, des petites routes qu'on peut circuler tranquillement. Pour cette gérante d'un institut de beauté, les temps sont durs. À cause du blocage des routes, son activité est quasiment à l'arrêt. J'ai déjà 2 collaboratrices qui ne peuvent pas venir parce qu'elles ont premièrement leur enfant à garder, qui sont en bas âge. Et par rapport à la manifestation aussi, ce n'est pas logique, évident pour elles du moins, qu'elles puissent venir jusqu'ici travailler. Et j'ai aussi des clients en fait qui ne peuvent pas y accéder comme ce matin où la zone elle était bloquée. Déjà ce matin, j'ai 4 annulations. Et sur les 4 annulations, en fait, ça représente, mettons, un chiffre d'affaires de 500 sur jusqu'à 10 heures déjà, en tout cas. Dans ce salon de coiffure, même problématique. Sur les 17 rendez-vous prévus aujourd'hui, seuls 4 ont été honorés. Entre les ouragans et les mouvements de grève, le mois de septembre s'annonce difficile. La conjoncture fait que les commerces, les petits commerces comme le mien, sont fragiles. Et plus nous rencontrons des situations comme celle-là, et plus la fragilité devient précarité. Et c'est aussi vrai pour notre chiffre d'affaires, aussi, mais pour la pérennité des salaires et des postes de mes collaborateurs. Il y a quelques heures, Justine était elle aussi bloquée dans la circulation. Mais pour cette enseignante, la mobilisation se justifie. C'est nous, justement, l'Éducation nationale, qui avons débuté le mouvement. Parce que vu les difficultés qu'on a au niveau des établissements, donc la sécurité des élèves et l'encadrement. Nous avons des enfants handicapés, nous avons tout ça, donc il le fallait, il le faut. Comme elle, de nombreux Martiniquais semblent être sensibles à la cause. Je suis infirmière libérale, c'est vrai que je suis dans l'autre sens parce que je travaille sur le François. Donc en fait je ne suis pas vraiment impactée, mais je suis sensible à tout ce qui leur arrive. Je trouve que c'est désastreux. C'est jamais agréable d'entraver le fonctionnement des autres, mais quelquefois il faut choquer. Alors maintenant, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et qu'ils ont gain de cause quand même pour éviter que ça ne puisse perdurer. Et en effet, ces 3 semaines de grève pourraient affaiblir de nombreuses entreprises. Le président de la commission développement économique de la CTM tire la sonnette d'alarme. Ceux qui ne savent pas comment fonctionne une entreprise, ils ne savent pas qu'une entreprise qui perd une journée de travail, d'ailleurs, ils devraient se faire le parallèle avec les enfants, mais ils sont à 100 lieues d'imaginer qu'on ne rattrapera jamais cette journée de travail et que c'est de l'argent perdu pour ces entreprises-là. C'est de l'argent perdu pour la Martinique. C'est sans doute des entreprises qui vont avoir plus de difficultés qu'elles n'en ont déjà. C'est sans doute des pertes d'emplois en perspective. Et puis, il vaut mieux que ça ne se sache pas à l'extérieur parce que c'est l'image de la Martinique qui sera ternie et par voie de conséquence, bien évidemment, le développement de la Martinique qui sera entravé par cette action qui est disproportionnée et irresponsable. Un protocole d'accord est en cours de signature. L'activité devrait reprendre normalement demain. Et à Paris, les revendications contre la suppression des contrats aidés ont été entendues par la ministre des Outre-mer, mais elle déclare ne pouvoir aller à l'encontre de la décision du gouvernement. Un aveu amer mais sans langue de bois d'Annick Girardin ce matin à l'Assemblée nationale. La ministre a ajouté faire le nécessaire pour préserver le maximum de contrats aidés dans nos départements, mais cela reste insuffisant pour l'ensemble des députés martiniquais qui ont parlé d'une même voix. Reportage de notre correspondant Éric Dupuis. À Paris, les élus se font l'écho de la gronde sociale antillaise autour de la suppression annoncée des emplois aidés, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. J'ai reçu un courrier par exemple de la Banque alimentaire où on nous dit que 4 emplois aidés seront supprimés dans cette association. Vous comprenez la problématique que ça pose pour nous? En Martinique, les négociations en cours avec les services de l'État permettent le maintien de 1000 contrats aidés quasi exclusivement dans le milieu de l'éducation nationale.
Les mairies et organismes d'insertion sont lésés. Le débat, c'est qu'il faut préserver un minimum d'emplois, certes précaires, mais un minimum d'emplois nécessaire au fonctionnement de la société martiniquaise à travers un certain nombre de services. Donc le message que je pourrais adresser au mouvement social, à tous ceux qui sont mobilisés, notamment en Martinique, c'est de ne pas baisser les bras. Face à l'annonce brutale du gouvernement, les députés appellent à une prise en compte dans le temps de la situation. Nous continuons à dire au Premier ministre qu'il faut absolument un moratoire sur la suppression des contrats aidés et qu'il fasse un lissage sur 3 années après avoir bien mûri les réflexions et voir quels sont les secteurs qui seront privilégiés ou pas. Les députés ont demandé un rendez-vous à Matignon qui n'a pas encore répondu. Le bras de fer entre parlementaires et exécutifs n'est pas terminé sur le sujet des contrats aidés. Et chez nous, 2 semaines sans cours ont été synonymes de 2 semaines sans cantine. Seulement, le règlement de restauration scolaire s'effectue à l'avance et la question se pose alors, y aura-t-il des remboursements? Voyez quelques éléments de réponse avec Alizé Lutran et Guy Raphaël-Rony. Faute d'élèves en classe, la cuisine centrale de Fort-de-France a momentanément suspendu son activité. Pas de cantine donc, pourtant beaucoup de parents ont payé le mois en cours et ne savent pas s'ils seront remboursés. On a payé donc une partie, donc on a fait une avance pour les repas du mois de septembre lors de l'inscription, mais nous n'avons pas été contactés par le lycée, donc je n'ai aucune information à ce sujet. J'imagine qu'il y aura un avant, que tout sera reporté sur le mois d'octobre. J'ai payé pour un mois, ça fait exactement 195 €. Pour le moment, comme je vous dis, je n'ai pas l'information. Le ticket est donné à chaque jour, donc le repas est reporté à chaque fois. Donc ils n'ont pas payé pour rien, on n'a pas payé pour rien. Le repas, l'enfant n'a pas mangé par rapport à la grève, il sera remboursé. Je n'ai pas de souci à ce niveau-là. 85% des enfants scolarisés à Fort-de-France mangent tous les jours à la cantine. Grève ou intempéries, des situations de ce genre, la municipalité en a déjà connu et se veut rassurante. Les parents ne perdront pas les sommes engagées. Nous avons la procédure qui est systématique du remboursement par le biais d'un avoir qui peut être mis en valeur pour le mois d'après. Les jours non consommés du mois de septembre seront reportés sur le mois d'octobre. Le remboursement sera fait automatiquement. Ceux qui sont par prélèvement le verront 2 mois peut-être après parce qu'il y a un peu de délai par rapport au prélèvement, mais pour ceux qui payent soit en espèces ou par carte bleue, ils pourront mettre en pratique ce remboursement dès la facture du mois qui suit. L'inquiétude est encore plus forte du côté des parents d'élèves des communes du Sud. Sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle. Les jours de cantine perdus ne seraient pas remboursés par la SOGES. La société qui a succédé à Servichef produit et livre plus de 10 000 repas quotidiens aux établissements scolaires du Sud. Et en effet, sur le carnet de bons de réservation, il est stipulé que les repas non consommés, en cas de mouvement social ou autre situation de force majeure, ne sont pas remboursés. Depuis hier, la SOGES a stoppé la fabrication des repas. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions face caméra, mais nous a assuré que les parents seraient indemnisés de ces 2 derniers jours sans production. Quant aux 2 dernières semaines, les parents devront attendre la fin du mouvement social pour être fixés sur une indemnisation potentielle. Autre conséquence de cette mobilisation, certains parents d'élèves ont dû trouver des systèmes D pour occuper leur enfant. Après un peu plus de 2 semaines de conflit, le Country Club de Schellcher a proposé aux parents d'élèves du secteur public d'accueillir leur enfant. Quant à ceux du privé, la question ne s'est pas posée puisque les cours n'ont pas été interrompus. Reportage de Jean-Marc Dabrou. À l'heure de la sortie des classes, les parents d'élèves de la MEP récupèrent leurs enfants. Comme le reste des établissements privés de Martinique, l'école est restée ouverte pendant la grève. Je soutiens effectivement la grève des contrats aidés. Bon, j'ai la chance effectivement de l'avoir inscrit dans cette école. Du coup, effectivement, il peut bénéficier des cours malgré la grève, ce qui est très pratique parce qu'en termes d'organisation par rapport au travail, c'est pas toujours évident de pouvoir faire garder les enfants. Donc, c'est une aubaine. Pourtant, la MEP est également menacée par la suppression de contrats aidés. Mais aucun mot d'ordre de grève n'a été donné. On a eu quand même des difficultés à pouvoir garder nos 2 contrats. Alors qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu de mouvement de grève ici ? Vous savez, on attend le mot d'ordre, puisque vous savez que la MEP, il y a le conseil d'administration, donc j'attendais le mot d'ordre du conseil d'administration. Mais c'est vrai que je suis solidaire avec mes collègues du public. À Schellcher,
Le Country Club a ouvert ses portes et accueilli quelques élèves du public. Au programme, activités sportives, soutien scolaire et pause télé à midi. Je suis soit chez mes grands-parents, soit à la maison. Alors, je m'occupe. Par exemple, soit je me baigne à la piscine, soit je suis chez mes grands-parents et dans ce cas, je vais à la mer. Pour l'instant, on a regardé un film. Ce matin, on a fait du travail, on a fait des maths, on a fait du français, on a fait un peu d'écriture, on a fait des multiplications. Et puis, sinon, les autres jours, je suis allée chez ma tati pour qu'elle me garde. C'est vrai qu'ils sont restés quand même quelques bonnes semaines sans faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'ils ont besoin de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc notre rôle n'était pas de leur faire des cours de soutien, mais vraiment de leur donner les moyens de rester dans le bain. À la demande des membres du club, la direction a mis en place ce centre d'accueil au pied levé. Nous avons pu accueillir une trentaine d'enfants, mais malheureusement, il devait y en avoir beaucoup plus. Mais les parents étaient bloqués par la grève de ce matin, l'opération Molokai. Le dispositif pourra être maintenu aussi longtemps que la grève perdurera. En cas de poursuite de la grève, le Country Club est prêt à renouveler son dispositif. Et on rappelle que le mouvement est fini puisqu'un protocole de fin de conflit a été signé ce soir. Politique maintenant. Depuis dimanche, elle est la première femme sénatrice de la Martinique. Une victoire qui signe son grand retour sur le devant de la scène politique. Notre invitée de ce soir est Catherine Conconne. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'année 2017 a été très favorable pour les femmes martiniquaises. Josette Manin, première femme députée. Vous, première femme sénatrice. Est-ce qu'on peut dire que c'est un aboutissement pour la femme ou est-ce qu'il y a encore des combats à mener ? Il y a toujours des combats à mener parce qu'on vient de loin. Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'après la guerre que la femme a obtenu le droit de vote. Je ne parle même pas du droit à pouvoir ouvrir un compte en banque, à pouvoir signer elle-même son contrat de travail. Donc le combat est encore énorme parce qu'aujourd'hui, il y a encore des a priori importants qui subsistent et qui continuent de faire perdurer des attitudes à la fois misogynes et sexistes. Alors, nous avons vécu en direct votre élection ce dimanche. Je vous propose de revoir, puisque vous étiez en direct de la préfecture, l'analyse politique d'Eddy Marajo, notre consultant politique, suite à votre intervention au micro d'Alizé Lutran, où vous disiez qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une revanche pour vous. On regarde cet extrait et on réagit juste après. Elle dit qu'elle écarte le mot revanche, mais c'est quand même une sacrée revanche pour elle. Elle qui avait été l'objet de toutes les attaques, vous vous souvenez on l'accusait d'être voilà, à l'origine, un certain nombre d'observateurs avaient même dit que c'est à cause de Catherine Conconne et d'autres que le PPM avait perdu la CTM. Catherine Conconne est quelqu'un qui compte au PPM, c'est quelqu'un qui a permis un certain nombre de victoires, et puis c'est quelqu'un qui a géré avec Serge Letchimy la région. Quand il n'était pas là, c'est elle qui gérait le bateau. Donc pour elle, c'est probablement une récompense assez forte, assez nette en tout cas, vis-à-vis des services rendus. Parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle va sur le terrain en permanence, elle est au contact des électeurs et elle n'a jamais renoncé malgré la défaite, contrairement à d'autres. Au-delà de Catherine Conconne, il y a un retour sur le terrain de PMN. Mais bon, il ne faut pas non plus exagérer la victoire. Elle était mathématique de toute façon, avec 497 grands électeurs a priori acquis. PMN PMN, la victoire était envisageable. Alors, que pensez-vous de son analyse? Est-ce qu'il a vu juste, selon vous? Oui, en gros, il nous connaît bien. Il connaît bien le milieu politique, donc c'est une analyse qui est assez juste, oui, je conçois. Donc, ça veut dire que vous admettez quand même qu'il s'agit d'une petite revanche pour vous? Non, je n'aime pas le mot revanche. Par contre, même s'il n'a pas mis au premier degré, ni revanche ni récompense. Je ne pense pas qu'on fasse de la politique comme on grimpe un mat de cocaïne pour aller chercher un trophée en haut. Non, c'est pas ça. Je suis une figure politique, j'agis en politique. Je n'ai jamais cessé, même si nous ne sommes pas à la CTM comme on l'aurait souhaité en décembre 2015. Je suis toujours active, j'ai une permanence, je reçois des
des gens, j'accomplis toutes les tâches politiques qui me sont données, je suis présent partout où je dois être, donc c'est pas une récompense, je pense que le travail se poursuit. Aujourd'hui, il y avait l'opportunité du Sénat d'avoir une femme sénatrice, je crois que j'ai accompli cette opportunité, et surtout j'ai voulu dire aux femmes de mon pays, allez-y, n'hésitez pas, soyez à la fois audacieuses et courageuses, faites fi de tous les colibets, de tout ce qu'on fait porter aux femmes. On dira que c'est parce que vous bénéficiez de promotion canapé, on dira, les femmes ont toujours des doubles peines, mais ce n'est pas grave, ça nous rend plus fortes, ça nous rend plus audacieuses, ça nous rend plus téméraires, plus déterminées. Et j'ai envie de dire aux maris, libérez vos femmes. Libérez-les des tâches ménagères, libérez-les des enfants de temps en temps pour qu'elles puissent participer à la cause politique en Martinique, à cette humanité martiniquaise qui a besoin des femmes, parce que la femme, c'est la moitié de l'humanité. Alors, on vous a souvent reproché votre verbe haut, le fait que vous ayez un caractère bien trempé. Est-ce que, justement, c'est le fait que vous soyez une femme qui fait que les Martiniquais ont peut-être été moins tolérants ? Ah, mais ça, c'est sûr, parce qu'en matière de verbe haut et de personnes agressives et de personnes qui parlent fort, je crois qu'il y a des records qui sont battus par un certain nombre de représentants de la gente masculine à la Martinique, à qui on ne fait aucun reproche, et au contraire, devant qui on s'agenouille. Donc, oui, ça change un peu, une femme qui parle fermement et qui peut renvoyer dans les cordes un homme à cause de propos qui ne seraient pas corrects, pouvoir rectifier un certain nombre de choses qui sont dites avec fermeté et détermination. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. On aime bien dans ce pays, il faut le reconnaître, qui est un peu phallocrate, des gens qui sont un peu plus croulants de la gente féminine. Eh bien, bon, j'ai mon tempérament. J'ai mon tempérament, j'ai été élevée par des femmes extrêmement déterminées. Ma marraine, c'était Solange Fitte-Duval, hein, fondatrice de l'Union des femmes de Martinique. Donc, autour de moi, j'ai vu des citoyennes impliquées au Parti progressiste martiniquais, partout, qui n'avaient peur de rien, même des coups physiques, même des coups de couteau, même des combats lors des grandes batailles électorales. Donc, s'il fallait se battre, elle se battait. L'humanité ne me fait pas peur. Un homme face à moi, c'est comme si c'était une femme. Je n'ai pas à avoir peur de mes congénères. Alors, en parlant de caractère bien trempé, justement, une caricature parue dans le France-Antilles d'aujourd'hui vous compare à un ouragan qui pourrait chambouler le Sénat, une caricature qui apparaît justement à l'écran. Qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Je l'ai trouvée très mignonne et je remercie Gabour. Je vais d'ailleurs l'appeler pour lui dire qu'elle est vraiment bien. Une caricature de François Gabour, oui. Changement climatique au Sénat, c'est vrai, si le Sénat mérite d'être réchauffé, eh bien peut-être que Catherine Conconne fera ce qu'il faut. En tout cas, je vais essayer de donner une mission originale à ce poste, plus originale, plus réchauffée, en activant des réseaux, en allant porter des sujets originaux, et pour qu'on évite de dire que le Sénat, c'est un endroit qui... Mais c'est censé être une assemblée de sages. Est-ce que vous saurez être sage? Non, ça c'était avant. Aujourd'hui, le Sénat a beaucoup changé. Et puis être sage, c'est quoi? Si être sage, c'est accepter les compromis en permanence, douteux le plus souvent. Si être sage, c'est accepter des compromissions, c'est se taire quand on doit parler, c'est baisser la tête quand on doit la relever, c'est faire fi de sa dignité de femme martiniquaise, de pays avec une identité forte qu'il faut défendre. Eh bien, je ne serai pas sage. Donc ça veut dire qu'on entendra Catherine Conconne au Sénat. On m'envoie pour ça, on m'envoie pas pour dormir au Sénat, on m'envoie pas pour m'installer confortablement dans un fauteuil en velours et puis attendre que les choses passent. Non, il faut redonner du sens à la vie politique encore plus, il faut activer la citoyenneté, montrer aux électeurs qu'un élu, oui, ça travaille. Non, il faut arrêter de croire qu'on est là pour de l'argent, qu'on ne fait rien, que rien ne se passe. Non, il faut absolument montrer cette image d'élus qui sont déterminés, de vaillantes femmes, de vaillants hommes, qui ont marié et puis qui travaillent dans le pays. Alors pour terminer, on fait un point sur cette nouvelle étape dans votre carrière politique. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été, premièrement, le pire moment de votre carrière politique et puis le meilleur? Je n'ai pas eu de pire moment. Vous savez, lorsqu'on va à des élections, je me mets toujours dans la tête, y compris la veille du scrutin, il y a deux solutions. On gagne ou on perd. Il n'y en a pas trois. Et comme on dit en créole, si vous ne parlez tomber, pas jouer. Donc, quand on accepte d'aller à un scrutin, eh bien, on accepte de gagner ou de perdre. Donc, je n'ai pas eu de pire moment. J'ai eu
beaucoup de bonheur dans ma vie politique. J'ai accompli des tâches magnifiques. J'ai mené un plan de relance qui a inondé la Martinique de 350 millions d'euros d'investissement. J'ai à mon actif des emplois préservés. J'ai à mon actif la sécurité, la délinquance, la prévention de la délinquance réactivée dans Fort-de-France. J'y ai laissé mes empreintes en modernisant la police municipale, en installant la médiation dans la ville, en installant la vidéoprotection et pour faire taire toutes les rumeurs qui couraient sur Fort-de-France. J'ai beaucoup de bonheur à mon actif. J'étais conseillère générale d'un canton magnifique avec Dillon, Volga, où j'ai rencontré des gens avec qui jusqu'à présent j'ai gardé des relations. Des gens vrais, des gens du pays, des quartiers populaires qui se sont construits sur eux-mêmes et pour lesquels j'avais énormément d'admiration. Donc j'ai eu beaucoup de bonheur, pour ne pas dire que des bonheurs dans ma vie politique. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous ferons le point sur la qualité de l'air qui a été très mauvaise aujourd'hui. Une procédure d'alerte a été déclenchée puisque l'indice restera mauvais demain. Nous irons également en Guadeloupe où la vie reprend difficilement son cours dans les zones très sinistrées. Certains habitants sont encore aujourd'hui privés de courant et d'eau potable. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous fera découvrir une toute nouvelle structure d'accueil dédiée aux personnes souffrant de troubles cognitifs. L'établissement se trouve au Carbet. Et direction tout de suite la Guyane où une nouvelle étape a été entamée aujourd'hui dans le programme de démolition des habitations illégales construites sur le mont Baduel. 148 maisons seront démolies d'ici la fin de la semaine. Sur place, bien évidemment, les habitants sont désemparés car, bien qu'illégales, leurs maisons sont souvent le fruit d'un travail de toute une vie. Voyez ce reportage de Pierre Tréfou. C'est à 8 h ce matin que les autorités ont commencé à vider la maison de Bernadette, située sur la colline du Mont Baduel, une construction estimée à plus de 250 000 €. Je paye taxe foncière dans les 3 000 et quelques. Hier, j'ai reçu un papier. L'année dernière, j'ai payé 3 713. Et hier, j'ai reçu un papier 3 738. J'ai eu mes 2 enfants ici. Là, c'est 35 ans de travail. J'ai perdu là, monsieur. Maintenant, vu mon âge, je ne peux pas faire un crédit. Où j'y vais maintenant? Comment je vais faire pour vivre? Et j'ai ma fille qui est en études en France. En juillet 2016, un rapport du Bureau de recherche géologique et minière indiquait que la structure même de la colline pouvait s'affaisser à tout moment et entraîner un glissement de terrain. La préfecture a donc signé un arrêté de péril imminent et a commencé la démolition au Mont Baduel. La question, c'est a-t-on la capacité de résoudre ce problème-là en même temps que les logements illégaux se construisent? Donc nous allons entamer un certain nombre d'actions, d'accord. Par exemple, nous sommes en train de faire une proposition au gouvernement qui serait de pouvoir saisir tous les véhicules et matériels qui permettent la construction de ces bâtiments, ce qui permettrait déjà de mettre un coup d'arrêt à ceux qui profitent aussi de la misère et qui vendent des services. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet aussi, nous allons, avec la mairie et l'ensemble des collectivités, travailler pour essayer de mettre en place un système, peut-être une brigade dédiée, peut-être un autre système, pour détruire au fur et à mesure toute maison qui serait en début de construction. Parce qu'il s'agirait d'un chantier et non pas d'un habitat. La maison de Bernadette sera démolie quelques heures plus tard, ainsi qu'une autre construction en contrebas. Selon la préfecture, ce sont une soixantaine de familles qui pourront être relogées pour une durée de 6 mois. Pour les autres habitants remplissant les conditions de séjour en France, une solution transitoire leur sera apportée. Partons en Guadeloupe maintenant où la vie reprend difficilement son cours dans les zones les plus impactées par le passage de l'ouragan Maria. Beaucoup de familles vivent encore sans eau ni électricité. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Robert et Katie usent de tous les moyens pour ne pas perdre toutes leurs denrées périssables. Conserver la viande dans de la glace ou encore faire cuire les aliments pour les garder plus longtemps. Car depuis le passage de l'ouragan Maria, ce couple résidant à Monchy-Bouillante vit sans électricité, mais s'organise tant bien que mal. Je suis rentrée de Basse-Terre et puis quand on est arrivé, on a vu le congélateur est en train de décongeler ce qui restait avec les paillettes qu'on a mis. Donc là, je suis en train avec mon mari de faire bouillir un petit peu avec du sel et après je vais faire roussir pour récupérer la viande pour ne pas les perdre. En fait, tout pas rien. C'est attendre, nous va bien que ou passer en gâcher des morceaux de viande encore pour manger. Et comme moi, il faut attendre. Hein? Alors, on va faire la vie, il n'y a pas de problème dans ce business-là. Nous découtons bien mauvais que nous, en tout cas. Mais nous croyons que nous croyons bon. Nous croyons toujours. Toute poubelle là, toute bitin là.
Mais on va attendre. Une situation que l'on retrouve un peu partout dans le secteur. L'objectif est de survivre avec peu jusqu'au retour de l'électricité. Là, quand nous sortis acheter des morceaux et laudon parce que tout ça nous tenait en frigidaire, nous presque gâté, enfin pas presque mais gâté. Donc ça, on peut trouver en boutique à côté nous là, c'est laudon, pas ni mori, pas ni de l'eau. Donc c'est en misère pour nous. Mais nous avons vivre misère nous parce que c'est vrai que ça a rappelé moi papa moi il a dit tini pas veut dire j'ai manqué. Pour ça il y a un frigidaire là bon moi si personne tini en salé avant mettre là on dit bon manger on donne des petits poissons on donne des petits morceaux de viande bœuf alors salé avant mettre là et là quand demain matin dit que tirer viande en celle là et on que panier que sec on que mettre en manger moins pour en manger. On ne peut pas faire différemment, c'est ça une. Les travaux de réparation des différents réseaux, eau, électricité, téléphone, avancent rapidement, mais pas assez au goût de la population qui s'impatiente. Et pour être prêts pour la haute saison touristique qui commencera en décembre prochain, les militaires de la sécurité civile travaillent à remettre sur pied les sites les plus prisés. Ce fut le cas aujourd'hui au parc de l'habitation Côte-sous-le-Vent à Pointe-Noire. Voyez ce reportage de Linda Kersi. Remettre en état l'habitation Côte-sous-le-Vent, c'est la mission de ces personnels des formations militaires de la sécurité civile. Alors nous déjà on est arrivé ici, on est le dernier détachement de Irma, donc on est arrivé il y a une semaine exactement. On est resté 2 jours au zoo avec cette équipe avec qui je suis actuellement, parce qu'on est plusieurs, on est une centaine à être détachés sur toute l'île. Et cette équipe a fait 2 jours au zoo et là c'est le 2e jour à la vallée des papillons. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on déblaye au maximum les gros arbres afin qu'ils puissent avoir du passage et que le parc puisse ouvrir rapidement, que ce soit pour les touristes ou pour les gens qui travaillent ici, que ça ramène de la vie économique parce que du coup tout le monde est plus ou moins au chômage technique. Ils viennent donc en soutien à des opérations de déblaiement dans les communes ou encore les établissements scolaires. Ils doivent s'adapter à chaque environnement. Les difficultés en fait au parc, c'est qu'il y a des plantes assez rares et celles qui n'ont pas été touchées, donc il faut faire attention quand on transporte tout ce qui a été tronçonné, quand on traîne les troncs, qu'on les porte et qu'on les range, à pas écraser les plantes. Et c'est particulier parce qu'on est concentré dans notre travail et des fois on essaye, attention là il y a une orchidée, il y a ça, donc ça en fait c'est la particularité de travailler dans un parc comme celui-ci, comme au zoo, où il y a des espèces en fait à protéger, voire endémiques. Des petites mains nécessaires qui permettront rapidement la réouverture de l'habitation Côte-sous-le-Vent et favoriser ainsi l'activité touristique. Grâce à leur intervention, on peut déblayer, on peut nettoyer et du coup ça nous permet de voir effectivement, une fois que ça sera un peu plus propre, comment on s'organise pour pouvoir relancer l'habitation. Aujourd'hui, fondamentalement, on travaille sur les vélos volants, puisque les vélos volants, c'était quand même notre attraction qu'on a ouverte unique dans la Caraïbe, qu'on a ouverte le 1er août. Donc là, j'ai notre expert qui est là, qui est en train de revoir celui qu'on entend, qui est en train de tailler des arbres, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés sur les câbles. Donc là, on est vraiment sur un audit de ce qui va se passer. Une fois que ce déblai sera fait, on sera dans le nettoyage, le déblayage, la sécurisation des arbres, et puis on nettoie, et puis on ouvre. L'habitation Côte-sous-le-Vent, qui comptabilise 40 000 visiteurs, devrait réouvrir en même temps que la route des Mamelles, vers le 7 octobre, date de la fin des travaux sur l'axe routier. De retour en Martinique, vous l'avez certainement ressenti aujourd'hui, la qualité de l'air a été particulièrement mauvaise. L'indice du jour était de 10 sur 10, soit un air très mauvais. Les prévisions annoncent une légère amélioration avec un indice de 8 sur 10, mais la qualité de l'air restera mauvaise. Une brume de sable très dense survole actuellement notre territoire. La procédure d'alerte a été activée. Une procédure qui recommande aux femmes enceintes et aux personnes fragiles ou allergiques d'éviter les activités physiques en extérieur. Les recommandations de ce jour s'appliquent également pour demain. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Dabrul. Donc Malinaire enregistre en effet aujourd'hui un indice de la qualité de l'air de 10 qui correspond au maximum sur notre indice. Donc c'est un indice qui est calculé sur l'agglomération Fort-de-France, Lamentin-Schœlcher. Mais la mauvaise qualité de l'air qu'on connaît, elle est valable sur tout le territoire martiniquais, puisqu'elle est liée à une brume de sable qui traverse notre île et qui engendre des concentrations élevées en particules fines. Donc on a déjà eu une augmentation progressive depuis hier. Ça devrait continuer donc toute la journée et demain, tout doucement, les concentrations en particules fines devraient diminuer
progressivement, ce qui peut nous laisser augurer d'une amélioration de la qualité de l'air à partir de jeudi. Madiner a déclenché une procédure préfectorale d'alerte. Donc là, l'ensemble de la population est concernée et les principales recommandations sanitaires et comportementales qui sont dans cette procédure, c'est bien sûr d'éviter les activités physiques intenses, d'éviter les axes routiers où il y a une forte pollution, d'éviter de s'exposer à cette pollution importante. Et puis, bien sûr, pour les personnes les plus sensibles, être vigilant à toute détresse respiratoire. Et si on en a une, vraiment aller consulter, appeler le 15 ou aller consulter son médecin. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Carbet où une nouvelle structure destinée aux personnes âgées souffrant de troubles cognitifs vient d'ouvrir. Un centre d'accueil de jour situé dans une zone résidentielle et qui propose une douzaine de places. Voyez cette visite guidée avec Hubert Bornil et Sandrine Claude. On va chercher un prénom qui commence par la lettre T. Voilà, mais nous sommes en plein exercice, comme vous le voyez, ça s'appelle un atelier occupationnel. Ces personnes se retrouvent ainsi tous les jours autour de différents ateliers, différentes occupations. Ça développe la mémoire et puis voilà, ça leur permet de passer un agréable moment. L'atelier mémoire fait partie du programme que les personnes âgées dépendantes et souffrant de troubles cognitifs peuvent trouver dans cette villa aménagée pour la circonstance. Nous allons faire un atelier chanson. Donc on a répété la dernière fois et tu avais choisi 2 chansons, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Nous savons que la musique c'est une thérapie et ce qui fait que ça permet aussi de les stimuler, ça permet de voir aussi leur connaissance. Et cette dame-là, par exemple, elle connaît quand même cette chanson, mais elle a oublié. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mon rôle au sein de l'accueil de jour, ça va être d'accompagner les familles, d'accompagner les personnes qui sont accueillies ici et d'accompagner aussi les âgés, d'organiser les activités, de faire en sorte que ce soit un lieu de vie convivial où toutes les capacités résiduelles sont mobilisées. Mais aussi, pourquoi pas, de nouveaux apprentissages. Mais c'est aussi un lieu d'accueil des familles où elles peuvent venir, avoir des temps de répit, des temps de conseil, des temps d'accueil, de soutien. La SAMAD est une association spécialisée dans les soins et l'aide pour le maintien à domicile. Ainsi, les familles peuvent confier leurs parents à l'équipe pluridisciplinaire, ceci du lundi au vendredi durant la journée. C'est une volonté de telle sorte que les personnes se retrouvent quasiment dans un cadre familial, pas avec beaucoup de personnes, et puis pouvoir faire des activités, on va dire, comme à la maison. C'est vraiment l'intérêt de ce dispositif, qu'il n'y aurait pas un décalage trop important entre le lieu de vie habituel et cet accueil de jour. La question du vieillissement de la population est l'un des sujets majeurs de préoccupation des pouvoirs publics. La CTM et l'ARS sont donc les partenaires naturels de la structure différente de l'EHPAD. C'est un besoin qui a été diagnostiqué par la CTM et l'ARS parce que nous avons à la Martinique environ 9000 personnes atteintes de cette pathologie. Si on ramène ça à la population du Nord-Caraïbe, on pourrait dire qu'il y a environ 70 personnes par commune touchées par cette maladie et qui pourraient utiliser ce type de dispositif. Finalement, on a passé un moment très agréable en compagnie de toutes ces personnes. De 8h à 16h, c'est tous les jours et c'est à la rue des Alamandas. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria face aux fleuristes. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Retrouvez tout de suite nos confrères de BFM TV pour toute l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout de suite.